Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour, c'est Hervé Chezeville à l'antenne. Je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'Afrique, je vais vous parler de cette tension qui ne cesse de croître en Méditerranée orientale. En effet, le nouveau sultan, le président Erdogan de Turquie, qui depuis plusieurs années cherche à endosser cette robe et ce turban des anciens sultans ottomans, ce président donc tente d'affermir son pouvoir et de redynamiser sa popularité déclinante, en particulier depuis la tentative de coup d'État de 2016, en jouant sur la fibre nationaliste du peuple turc. Pour cela, rien de tel que de désigner à la vindicte populaire l'ennemi héréditaire grec, afin d'exalter le nationalisme dans l'espoir de resserrer les rangs derrière son régime néo-islamiste. L'État turc est l'héritier de l'Empire ottoman, démantelé, comme chacun sait, après sa défaite du premier conflit mondial, durant lequel il était l'allié des empires centraux, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Les frontières qui lui ont été données, pour ne pas dire imposées, lors de la signature des différents traités de paix qui ont suivi la Grande Guerre, sont pour le moins étranges. La Turquie actuelle est en effet un énorme bloc continental qui occupe la totalité de cette grande péninsule délimitée par trois mers que l'on appelait autrefois Asie mineure. En outre, cette Turquie surgit de l'écroulement d'un empire est parvenue à conserver un petit morceau d'Europe, reliquat des vastes territoires balkaniques, autrefois province de cet empire défunt. Il s'agit de la Thrace orientale, qui représente seulement 3% du territoire turc, mais qui abrite 14% de la population du pays. Ce petit morceau d'Europe est coincé entre les détroits du Bosphore et des Dardanelles, la mer de Marmara et la Bulgarie et la Grèce, deux États membres de l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce petit territoire qui permet à la Turquie de se présenter comme une puissance européenne et aussi, depuis près d'un demi-siècle, je crois, d'aspirer à devenir membre de cette union. J'ai présenté la Turquie comme une immense péninsule asiatique pointée vers l'ouest, vers l'Europe, entourée par trois mers. Parmi ces trois mers, je n'ai pas compté la petite mer de Marmara, qui est une mer intérieure turque, puisque bordée de tous côtés par des rivages turcs. Cette mer sépare la mer Noire de la mer Égée, ainsi que la Turquie d'Europe du reste du pays. Cette grande masse continentale turque, si elle est entourée par trois mers, elle a la particularité d'avoir très peu d'eau territoriale dans deux de ces mers, la mer Égée et la mer Méditerranée. La zone économique exclusive de la Turquie est quasiment existante en mer Égée, et elle est assez réduite en Méditerranée. Alors pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une zone économique exclusive, eh bien c'est le résultat d'un accord international ratifié par tous les pays du monde ayant un accès à la mer, qui, en plus des eaux territoriales qui appartiennent aux pays concernés, octroie une zone de 200 000 nautiques, c'est-à-dire environ 310 km, depuis les côtes, donc jusqu'à 200 000 nautiques au large. Mais naturellement, parfois au large, il y a un autre territoire, un autre pays. Dans ce cas, on choisit une ligne, on ne choisit pas, mais on calcule une ligne médiane entre les côtes du pays voisin et l'autre pays. C'est le cas, par exemple, entre la France et le Royaume-Uni. Du côté de Calais ou de Douvres, il n'y a pas de 200 000 marins, donc cette règle ne peut pas s'appliquer. Il a donc bien fallu faire un calcul et choisir une ligne médiane
qui permet aux deux pays concernés d'avoir chacun une zone économique exclusive. Dans le cas de la Turquie, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que la mer Égée appartient de fait quasi exclusivement à la Grèce, puisque la Grèce a une multitude d'îles qui parsèment cette mer Égée. C'est cette exception turque que le président Erdogan exploite et dénonce dans ses discours nationalistes enflammés. C'est cette soi-disant injustice dont serait victime la Turquie qu'il dénonce avec virulence. D'autant plus que la présence de réserves de gaz et d'hydrocarbures en Méditerranée orientale a été décelée. Israël, Chypre, la Grèce et l'Égypte ont délimité leurs zones économiques exclusives respectives en Méditerranée orientale, et des lots de prospection ont même été attribués à de grandes compagnies internationales. La Turquie entend bien avoir sa part du gâteau, et elle a de son côté signé un accord délimitant sa prétendue zone économique exclusive avec la Libye, ou du moins avec la faction libyenne qu'elle soutient. Pourtant, la Libye est très loin au sud-ouest. Et la prétendue zone économique exclusive turque, issue de cet accord avec l'une des deux factions antagonistes libyennes, empiète largement sur la zone économique exclusive grecque et chypriote. En fait, la revendication turque ignore tout simplement la présence d'îles au large de ses côtes, des îles qui ne font pas partie de son territoire, car c'est bien là que réside le problème. Les traités signés après la Première Guerre mondiale incluent dans le territoire grec la quasi-totalité des îles de la mer Égée et de la mer Méditerranée orientale, à l'exception notable de Chypre, troisième île de Méditerranée par la taille. Cette île, arrachée à l'Empire ottoman par le Royaume-Uni, a été une colonie britannique jusqu'en 1960. La majorité de la population de l'île parlant le grec et étant de religion orthodoxe, cette majorité donc a longtemps rêvé, comme les populations des autres îles, autrefois sous domination ottomane, d'être rattachée à la mère patrie, c'est-à-dire à la Grèce. Mais la présence à Chypre d'une forte minorité turque et musulmane a rendu ce rêve impossible à réaliser, d'autant que la puissance coloniale avait encouragé en sous-main les revendications de cette minorité turque afin de contrer celle de la majorité de la population. C'est pourquoi, en 1960, une solution de compromis a été imposée à Chypre. L'île serait indépendante, et cette indépendance serait garantie par trois pays: le Royaume-Uni, qui conserverait deux importantes bases militaires, qui existent encore d'ailleurs, la Grèce et la Turquie. En 1974, profitant d'une tentative de coup d'État de militaires grecs chypriotes, l'armée turque a débarqué à Chypre, officiellement afin de protéger la minorité turcophone. Depuis 1974, elle n'a pas quitté l'île, où elle occupe 38% du territoire. Cette zone d'occupation se situe au nord, juste en face des côtes méridionales de la Turquie, distantes de 69 km seulement. Afin d'affermir sa présence à Chypre, la Turquie y a envoyé 200 000 colons, qui sont désormais 2 fois plus nombreux que les Chypriotes turcophones originaires de l'île. En 1983, un État indépendant a été proclamé dans cette partie septentrionale de Chypre, occupée et colonisée. Cet État n'est pas reconnu internationalement en dehors de la Turquie. La Turquie, de son côté, ne reconnaît pas la République de Chypre, pourtant membre de l'Union européenne depuis 2004. C'est ce problème qui permet à Ankara de nier l'existence d'une zone économique exclusive chypriote en Méditerranée orientale et de prétendre prospecter, et peut-être même un jour de forer, dans les eaux faisant partie de la zone économique exclusive de cet État indépendant.
Avec la Grèce, le problème est également compliqué, puisque de nombreuses îles grecques, nous l'avons vu, ces îles qui bordent le littoral turc, et qui sont distantes parfois de quelques kilomètres seulement, donc ces îles posent problème, puisqu'elles privent la Turquie d'une zone économique exclusive, en mer Égée et également en Méditerranée orientale. L'île de Lesbos fait ces jours-ci à nouveau la une de l'actualité. Si des dizaines de milliers de migrants et réfugiés venus de Syrie, d'Afghanistan, du Pakistan et même d'Afrique affluent depuis des années dans cette île du nord-est de la mer Égée, c'est parce qu'elle est très proche, pour son malheur, des côtes turques. Ces migrants et réfugiés n'ont guère de difficulté à traverser, souvent en petits canots pneumatiques, le petit bras de mer qui sépare Lesbos de la Turquie. Ce n'est qu'en 1912 que la patrie de Sappho, la poétesse grecque de l'Antiquité, fut libérée des Ottomans qui la dominaient depuis 1462. Rappelons que cette île montagneuse de 1632 km² a une population de moins de 100 000 habitants. Les autorités locales sont dépassées par un tel afflux et l'incendie qui a ravagé le camp de réfugiés il y a quelques jours n'a fait qu'aggraver une situation déjà dramatique. Cet incendie, signalons-le, a d'ailleurs été allumé par des migrants qui étaient lassés d'attendre, parfois depuis des années, une hypothétique réinstallation dans le pays d'Europe dont ils rêvent, le plus souvent l'Allemagne. La Grèce elle-même, plongée dans un profond marasme économique depuis des années, est désemparée face à cette situation et elle a préféré jusqu'à présent empêcher le départ de cette population vers son territoire continental. Lesbos, aussi emblématique soit-elle, est loin d'être la seule île située tout près des côtes turques. D'autres, parfois très petites, sont moins connues du grand public. Pour les Turcs, ces petites îles qu'ils peuvent apercevoir au large depuis chez eux sont perçues comme un garrot les empêchant de disposer de la mer Égée comme ils l'entendent. Imaginons un seul instant ce que serait le sentiment des Français si, en plus des îles anglo-normandes, la Grande-Bretagne possédait également Belle-Île, Ouessant, l'île de Ré, l'île d'Oléron, l'île Dieu et toutes les îles bretonnes et vendéennes. Or, ces îles grecques qui irritent tant les Turcs sont encore plus nombreuses que les îles françaises que je viens de nommer, et souvent encore plus proches du continent. Pour terminer, je voudrais citer le cas d'une petite île grecque dont il a été parfois question ces derniers jours. Elle n'est pas située en mer Égée comme Lesbos et la plupart des autres îles. Elle se trouve, comme Rhodes, en mer Méditerranée orientale. Il s'agit de Castellorizzo, nom qui vient de l'ancien nom italien de cette île, Castelrosso, le château rouge. En grec, elle est aussi connue sous le nom de Megisti, ce qui, paradoxalement, quand on connaît sa petite taille, signifie « la plus grande ». Cette île faisant partie d'un petit archipel comprenant deux autres îles, encore plus petites et inhabitées, Megisti est en effet la plus grande des trois. Castellorizzo, c'est une île de 9 km² seulement, située, écoutez bien, à 2030 mètres, j'ai bien dit mètres, 2030 mètres de la côte turque. Elle fait partie du Dodécanèse, cet ensemble d'îles grecques de la Méditerranée orientale. La ville turque de Kos n'est qu'à 7 km de Castellorizzo. La terre grecque la plus proche de cette île, c'est l'île de Rhodes, dont elle fait d'ailleurs administrativement partie, à 130 km à l'ouest. Castellorizzo est la plus orientale des îles grecques, à mi-chemin entre Rhodes et Chypre. C'est une île longue de 6 km et large de 3 km. Ses côtes ont une longueur de 19 km. Elle ne compte qu'une seule localité, le petit village de Megisti, qui est également, nous l'avons vu, le nom grec officiel de cette petite île, dont la population totale est de moins de 500 habitants. Dans sa longue histoire, cet îlot a souvent changé de main. En 1306,
les chevaliers hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui étaient établis à Rhodes, s'en emparèrent. Ils s'en servirent de lieu de détention pour leurs ennemis. C'est sans doute à eux que l'île doit son nom de Castelrosso, qui fait sans doute référence à leur château. Pour se donner une idée de l'histoire mouvementée de l'île, il suffit d'égrener quelques dates clés. Nous avons déjà cité 1306, qui vit l'arrivée des chevaliers. En 1451, ce sont les Catalans qui s'en emparèrent. Puis, ce fut le royaume de Naples en 1470. Les Ottomans parvinrent à s'en emparer 10 ans plus tard, en 1480. Mais le royaume de Naples put la reprendre en 1498. En 1512, ce fut le tour des Espagnols de s'y installer. Ils y restèrent plus d'un siècle, jusqu'à ce que la République de Venise la leur prenne en 1635. Mais ce sont les Ottomans qui l'occupèrent le plus longtemps, après s'en être emparés en 1686. Ce n'est qu'en 1911 qu'elle fut occupée par les troupes du Royaume d'Italie. Mais entre 1915 et 1921, l'armée française y installa un centre de renseignement qui se révéla fort utile durant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman étant allié de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Les troupes ottomanes devaient d'ailleurs la bombarder régulièrement depuis leur rivage, entre 1917 et 1918. C'est pour ces raisons qu'en 1920, la France décerna à Castellorizzo la Croix de guerre. Le 1er mars 1921, l'île fut annexée par l'Italie, comme les autres îles du Dodécanèse. Durant le second conflit mondial, au cours de l'année 1944, l'armée britannique l'occupa. C'est durant cette nouvelle occupation, qui dura jusqu'au 22 mars 1945, que Castellorizzo connut son plus grand désastre. L'explosion d'un stock d'essence détruisit la moitié des maisons et ravagea l'île. Finalement, le 22 mars 1945, l'île fut intégrée au royaume de Grèce. L'établissement d'une paix durable lui a sans doute fait perdre beaucoup de son intérêt militaire et stratégique. L'économie de l'île en pâtit et nombre de ses habitants préférèrent émigrer. De 15 000 habitants autour de 1900, la population tomba à 250 habitants seulement. Ces émigrants choisirent l'Australie, les États-Unis et la France comme destination principale, et ils y firent souche. Pourquoi me suis-je aussi longuement attardé à évoquer cette toute petite île? Tout simplement parce que c'est elle qui fait obstacle aux ambitions turques en Méditerranée orientale. En effet, sa situation, tout près des côtes de Turquie, à mi-chemin entre Rhodes et Chypre, offre à la Grèce une vaste zone économique exclusive, limitrophe de celle de Chypre. C'est donc cette île de Castellorizzo qui prive la Turquie d'une importante portion de zone économique exclusive en Méditerranée orientale, celle-là même dans laquelle Erdogan a envoyé son navire de prospection. On comprend donc l'importance de Castellorizzo pour la Grèce, qui n'entend pas se laisser déposséder. C'est sans doute pour cela que Madame Ekaterini Skellaropoulou, présidente de la République de Grèce, a effectué une visite symbolique et très remarquée à Castellorizzo dimanche 13 septembre. Ce fut une grande première dans l'histoire d'une île dont la population pensait poursuivre sa vie paisible en dehors de l'agitation de ce monde. Le motif officiel de la visite présidentielle était la célébration de l'anniversaire du rattachement officiel de Castellorizzo à la mère patrie. Mais elle a davantage été perçue comme une réaffirmation de la présence grecque et du droit de la Grèce à protéger sa zone économique exclusive que le droit international lui accorde. Nul doute qu'une telle visite d'un chef d'État grec à 2 km des côtes turques a été interprétée comme une provocation par l'homme fort d'Ankara. Les seules ressources de cette île sont la pêche et surtout le tourisme. On peut y accéder en avion depuis l'aéroport de Rhodes Diagoras. Le village de Megisti, unique port de l'île, est blotti au fond d'une petite baie bien protégée, juste en face de la côte turque. Il est très pittoresque avec ses maisons blanches aux toits rouges et aux volets multicolores. Et ce village est donc accroché à la montagne
elle-même dominée par une forteresse en ruine, sans doute héritée des chevaliers. L'île, bien protégée par les montagnes de l'Asie mineure, bénéficie toute l'année d'un climat très agréable. Mais malheureusement, l'impact de la crise du Covid-19 a été très négatif pour le secteur du tourisme, encore plus peut-être que dans le reste de la Grèce, du fait de l'isolement et de la difficulté d'accès. Si nos auditeurs souhaitent s'échapper d'un quotidien rendu morose par le récent confinement et ses conséquences sur leur vie quotidienne, je leur recommande vivement d'aller passer quelques jours dans cette petite île qui, jusqu'à il y a peu, semblait vivre en dehors du temps. Un séjour à Castellorizzo serait aussi une façon d'affirmer notre solidarité à sa population et à la Grèce face aux provocations d'Erdogan et de ses visées néo-ottomanes sur la Méditerranée. Je vous remercie pour votre attention, chers amis auditeurs. Je sais que sans carte, c'était peut-être pas très facile de suivre mes explications, mais j'espère malgré tout que vous allez ouvrir votre atlas pour essayer de comprendre les enjeux de cette crise en Méditerranée orientale. Je vous remercie à nouveau et je vous dis à la semaine prochaine.